On va débuter cette dernière conférence, 7e édition du Salon des professionnels, et on va parler de démocratisation des avant-travaux pour justement, dans le cadre des travaux de rénovation énergétique, comment le réussir. Et à ce titre, comment les réussir, parce qu'on va pouvoir le faire au pluriel. On va accueillir Monsieur Charles de Cheffontaine, directeur général d'Hyperion Développement. Il va venir sur le siège noir, le premier, accompagné de Monsieur Jérémy Gauchard, responsable digital BCTI. Merci Jérémy. Et notre troisième intervenant, Mickaël Veillet, chargé d'opération amiante à l'OBP BTP. Bon Charles, j'ai essayé et j'ai eu deux personnes qui se sont rapprochées parce que je leur ai dit qu'il faisait un peu plus frais, donc je vous remercie. On va aller dans le vif du sujet. Comme on le sait, on est bientôt au terme de ce salon et on garde une conférence qui va être extrêmement intéressante. Des fois, une petite piqûre de rappel pour des professionnels et je sais que Mickaël saura très très bien le faire. Mais j'aimerais qu'on rentre aussi vis-à-vis de toi. C'est ce qu'on a fait par téléphone il y a quelques jours. Je me suis posé la question sur ta structure, comment elle se prénommait, et je trouvais normal que tu prennes le temps au moins de la présenter, au moins pour toutes les personnes qui sont là. Donc je vais te laisser, on va inverser, tu auras le loisir d'être ici, et puis moi je vais me mettre ici, puis je vais écouter parce que ça c'est déjà mon premier intérêt. Allez, on va te laisser à côté. Merci Thierry, bonjour à tous. Alors, donc je suis Charles de Cheffontaine, je suis directeur général d'Hyperion Développement. Et Hyperion Développement, c'est le bureau d'études de l'existant. C'est une société qui donne des services à ses filiales. Et ces filiales sont autonomes et opèrent en autonomie pour leurs propres clients. Et l'ensemble constitue le bureau d'études de l'existant. Donc, parmi les filiales, la filiale historique, c'est Allo Diagnostic, qui aujourd'hui est une marque exploitée par ADX Group, que vous voyez en bas à gauche. Donc ADX Group qui fait tout un tas de services, du repérage amiante avant travaux, qui fait des diagnostics chez les particuliers sous la marque Allo Diagnostic, qui va aller de la pollution des sols, les mesures d'empoussièrement, la numérisation, le BIM, les études thermiques, enfin voilà, tout un panel d'interventions qui permettent à nos clients d'évoluer en toute sécurité. Parmi les filiales du groupe, il y a aussi ADX Formation. Donc ADX Formation qui forme nos experts, entre autres au repérage amiante et à l'ensemble des métiers du groupe, mais surtout qui forme des professionnels sur le risque amiante, en particulier la SS4. Et vous allez voir que ça touche tout à fait notre sujet, puisque on considère que plus les professionnels sont conscients et formés et bien formés, et je pense que Mickaël en parlera tout à l'heure, au risque amiante, et bien plus il y a des repérages amiantes qui se font chez les particuliers, et plus on démocratise en fait la connaissance de ce risque. Alors, dans les filiales, vous trouvez BCTI. Donc, je pense que Jérémy pourra en dire un mot par la suite. Il y a aussi Expertam, qui est une société qui a été fondée il y a plus d'une vingtaine d'années par Fabien Retournard et Séverine Platon, qui nous accompagnent dans le groupe et qui continue avec ses clients à faire du repérage amiante et plomb en France, à Paris, Bordeaux et Vannes. Je n'ai pas précisé, ADX Group est présent à travers 25 agences sur toute la France et intervient de plus en plus à l'international, en particulier sur les navires. Voilà, et une filiale à nouveau qui s'appelle Galena Conseil, donc qui est présidée par Fabien Retournard, qui a fondé Expertam, et qui fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage amiante et plomb et de la maîtrise d'œuvre amiante et plomb. Voilà, donc vous voyez que ce spectre de filiales, en fait, permet de constituer un véritable bureau d'études de l'existant, puisque nous intervenons effectivement sur des biens qui sont pas encore, enfin qui sont déjà sortis de terre et en exploitation, ou qui vont être cédés, démolis ou réhabilités. Donc voilà pour Hyperion, Thierry.
Je comprends mieux, c'est plus intéressant. Alors, on n'a pas tous les intervenants aujourd'hui de ces filiales, mais on en a un, c'est avec toi, Jérémy. D'ailleurs, je vais te laisser maintenant. Alors, tu as deux possibilités. Soit je te laisse au niveau du chevalet, soit je t'ai mis un petit boîtier et tu peux piloter tes slides. Tu choisis comme tu veux. On reste comme ça? On reste comme ça. Allez, on reste comme ça. Alors, bonjour à tous, Jérémy Gauchard, je suis le responsable digital de BCTI. BCTI, c'est la première place de marché du diagnostic immobilier qui permet de mettre en relation des particuliers propriétaires avec des professionnels du diagnostic. Alors, dans un premier temps pour du diagnostic vente-location, mais aujourd'hui, on a pris un virage très fort sur la diversification. Et on propose également d'autres types de prestations, et notamment autour de la rénovation énergétique. Donc aujourd'hui, le repérage amiante avant travaux, de par le lancement de nos prestations d'audit énergétique que l'on peut proposer sur notre place de marché, qui sont éligibles aux aides à la rénovation par MaPrimeRénov' notamment, on a en fait fait tout un travail pour éduquer nos clients existants et prospects au repérage amiante avant travaux. Comment? En fait, de par les devis qu'on leur envoie, les rapports d'expertise également que l'on effectue sur l'audit énergétique, forcément, la majeure partie de ces clients devront passer, avant d'effectuer leurs travaux de rénovation, par un repérage amiante avant travaux. Donc déjà, c'est un premier point, c'est l'éducation de nos clients existants. On le fait également de manière beaucoup plus classique sur les réseaux sociaux. Mais là où on a un fort enjeu, c'est par en fait nos prescripteurs historiques, que peuvent être par exemple nos assureurs comme le groupe Covea, qui détient les marques GMF, MMA et MAF. Ça représente au jour d'aujourd'hui 12 millions de clients assurés chez eux. On a intégré en fait leur plateforme de services qu'ils proposent à leurs clients assurés et particuliers, où en fait ils vont présenter tout un tas de services sur le voyage, sur l'habitation, sur l'auto. Et dans cette partie habitation, on a en fait un focus sur le repérage amiante avant travaux, où là on va s'adresser directement aux particuliers. Donc ça nous permet d'avoir une force de frappe décuplée, puisqu'on peut communiquer directement auprès d'eux et puis auprès de plusieurs millions de clients sur le repérage amiante, sur voilà, la réglementation qui est en vigueur, où les particuliers ne sont pas forcément au fait de la réalisation de cette prestation avant de faire intervenir un artisan. Et on a également ce type de partenariat avec d'autres assureurs comme la Maif, Generali, où là c'est beaucoup moindre en termes de clientèle, mais ça nous permet d'atteindre 3 millions de clients également. Et on a d'autres acteurs en fait dans le domaine de l'immobilier, comme dans le crédit, avec meilleurtaux.com et PAP, de particulier à particulier, qui mettront aussi en avant nos prestations. Donc ici, c'est vraiment un potentiel énorme qui s'ouvre à nous pour en fait évangéliser le particulier au repérage amiante. Et ensuite, ce qu'il est aussi fondamental, c'est de pouvoir être visible auprès d'eux lorsqu'ils nous cherchent. Ça peut paraître évident au prime abord, mais à partir du moment où on a le particulier qui est sensibilisé au repérage et qui cherche un prestataire pour faire du diagnostic amiante avant travaux, en fait, on se doit d'être dans les premiers résultats de Google, que ça passe par du référencement naturel ou du référencement payant. Il faut absolument qu'on arrive à les capter. Donc nous, on a travaillé depuis plusieurs années maintenant pour être dans le top 3 sur ces types de mots-clés. On essaye de répondre aux interrogations que peuvent se poser les particuliers sur le repérage amiante à travers des articles de blog, etc. On essaye de traiter la question de fond en comble pour pouvoir être considéré comme voilà, un leader sur ce marché.
Alors moi j'ai noté, avant de laisser réagir Mickaël, et je pense que tu auras des choses à dire, c'est une stratégie qui est propre à vous, le fait de travailler essentiellement sur les réseaux sociaux. Alors tu m'as parlé effectivement, je vois bien, tu as dit le terme évangéliser, éduquer, client. C'est une stratégie vraiment volontaire d'aller principalement sur les réseaux. T'as pas peur de perdre en fait une certaine cible, parce que tout à l'heure avec Charles on parlait effectivement que c'est un marché extrêmement puissant en France de tiers, et tu es sûr de les avoir qu'avec les réseaux? C'est les assurances qui fait le complément? Alors effectivement, les assurances, ils ont toute une palette d'outils pour mettre en avant des services de leurs partenaires auprès de leurs clients assurés. Par exemple, en fait, ils possèdent des calculettes d'estimation de coûts des travaux, où là, à la suite en fait, de la simulation, ils vont pouvoir justement pousser nos services. Et après, effectivement, les réseaux sociaux, ça va être plus pour sensibiliser nos clients existants ou des personnes qui nous connaissent déjà sur le sujet. Peut-être qu'ils nous identifient plus au prime abord sur justement ces diagnostics obligatoires pour vendre ou louer. Mais ça ne mange pas de pain de communiquer également sur le repérage amiante avant travaux et potentiellement toucher des personnes qui sont dans cette démarche. Alors Mickaël, toi c'est quand même la partie professionnelle. Là on est en train de parler des particuliers. C'est quand même un angle intéressant que nous expose aussi Jérémy. On parle de la base en fait, mais ça va forcément décoller vers les professionnels à terme. Si tu les éduques bien, normalement on va direct sur les professionnels. Oui, à partir du moment où les particuliers comprendront les enjeux qu'il y a derrière, forcément, ils iront choisir une entreprise formée au risque amiante, que ce soit sous section 3 ou sous section 4. Bon, chez un particulier, ce sera majoritairement la sous section 4. Mais effectivement, cette démarche est très intéressante parce que c'est une partie finalement des travaux où on ne maîtrise pas finalement le risque amiante. Le particulier veut uniquement des travaux chez lui. L'amiante, pour lui, c'est comme l'électricité, ça ne se touche pas, ça ne se voit pas, il ne le sait pas. Et s'il ne le sait pas, pour lui, ce n'est pas dangereux. Et c'est un peu la difficulté, et je trouve que cette démarche, elle est très intéressante parce que tous ces particuliers qui finalement essayent de gagner, parce que ce qu'ils regardent, c'est juste le prix, finalement, il y a autre chose derrière, il y a le risque qu'eux prennent si l'entreprise fait mal les travaux, et ça, c'est bien qu'ils en prennent conscience. Je peux reprendre les mêmes mots et je vais les transposer sur toi dans le circuit professionnel. Éduquer, évangéliser, je reprends tes mots, c'est les tiens, mais je trouve assez percutant. J'ai l'impression que c'est aussi la même chose que tu dois faire avec les professionnels. Tout à fait, parce que là, ce que je vais présenter un peu plus tard, ce sont les règles de l'art en sous-section 4. Hier, il y a eu la présentation des règles techniques sous section 3, et on voit que finalement, les entreprises sont demandeuses d'avoir de l'aide pour justement intervenir en toute sécurité aussi, même pour elles. Voir ce qui se fait ailleurs et compiler, avoir les retours d'expérience de toutes les entreprises, c'est ce qui les intéresse. Donc plus ça va aller, plus on va mettre à disposition des outils qui permettront notamment aux entreprises, mais si on les met à disposition des entreprises, je pense que les entreprises aussi éduqueront les particuliers aussi, et les maîtres d'ouvrage aussi. Là, on va en profiter, tu vas pouvoir te préparer pour nous faire une démonstration en direct. Oui. Je voulais juste revenir, on sait quand même que si tu les formes bien, là on va voir un extrait, si tu les formes bien, on peut peut-être éviter de nouveaux risques sanitaires. Quelle est ta vision justement sur ce sujet? Si on forme bien nos professionnels, on évite les risques plus tard. Exactement. De plus en plus de professionnels maintenant se forment parce que ça commence à faire depuis un petit moment, depuis 97 où l'amiante est interdit. Donc les gens ont commencé petit à petit à se former. Quand on voit qu'on ne peut plus répondre à un marché, alors je ne parle pas des particuliers, mais qu'on ne peut plus répondre à un marché, forcément, c'est de l'argent. Donc les gens commencent aussi à se dire, je veux aussi ma part de marché. Et donc petit à petit, il y a encore des entreprises qui se forment de plus en plus. Maintenant, il reste des réfractaires. Généralement, en plus, c'est chez les particuliers. Donc voilà, ils arrivent à fermer les yeux en se disant, il n'y a pas de diagnostic, il n'y a pas d'amiante. Or, ce n'est pas du tout le cas. Et ils se satisfont aussi de rapports avant-vente où la présence d'amiante n'est pas recherchée. Donc c'est la problématique. Et les particuliers ne sont pas au courant. Donc toutes ces démarches-là sont intéressantes. Ouais. Je déduis, et je vais te laisser arriver à côté du pupitre, je forme les professionnels. Tout à fait. Je vais normalement inciter à avoir une meilleure rénovation énergétique parce qu'on aura fait passer le message du côté des particuliers et les professionnels sont formés pour éviter les risques. Exactement.
Je te laisse montrer. Oui. Allez, tu vas pouvoir nous faire une démonstration. Charles, le temps que Mickaël se prépare, le monde des professionnels que tu côtoies, je sais qu'on a aussi des professionnels en face de nous. Peut-être, ça y est, ils sont habitués. Ça fait toujours du bien de faire une petite piqûre de rappel, comme on dit. Quelle est ta vision? C'est la même vision que tu partages de Mickaël? Oui, tout à fait. En fait, on voit bien qu'on a des enjeux environnementaux à respecter et nos dirigeants poussent ça à travers, d'abord, il y avait eu l'initiative du plan Borloo, puis qui a pris d'autres formes. Et aujourd'hui, on voit bien que la rénovation énergétique est un enjeu central pour nos dirigeants. Ça passe par des travaux dans le bâti, chez les particuliers et chez les professionnels. Alors, les pouvoirs publics ont très bien compris et jouent le jeu à fond de la santé publique, notamment chez les bailleurs sociaux, qui font du repérage amiante avant travaux. Mais ça représente, on va dire, à la très grosse maille, qu'un tiers des logements. Donc ça veut dire qu'on a 2/3 des logements dans lesquels potentiellement il y a de l'amiante, où on n'a pas vraiment ce sérieux-là encore. Et donc c'est un marché pour nous tous, les professionnels, et c'est un enjeu de santé publique qu'on arrive à faire de la pédagogie et à faire savoir qu'il y a potentiellement autant de positifs amiante chez les particuliers que chez les bailleurs sociaux. Et donc, c'est un enjeu pour nous tous d'évangéliser ce marché et aussi d'apprendre à le traiter. Parce que c'est des petites surfaces, c'est un marché diffus, donc ça ne s'appréhende pas de la même façon. Et nous, avec Hyperion et l'ensemble de nos filiales, on a cette expérience du particulier, on a cette expérience de l'amiante, on dispense des formations et on pense qu'on est très bien positionné pour être un acteur majeur qui va secouer ce marché et le faire décoller. Espérons-le. Pendant ce temps, ça y est, tu es prêt? Je suis prêt. Allez, c'est parti. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de vous présenter le site des règles de l'art. Donc, les règles de l'art, qu'est-ce que c'est? Ce sont des modalités d'intervention les plus courantes en sous-section 4. Donc, les organisations professionnelles que sont la CAPEB, la FFB, accompagnées de l'OPPBTP et soutenues par le programme PACT. Donc, c'est le programme d'action pour la qualité de la construction et de la transition énergétique. Et l'idée, ça a été de concevoir, mais aussi de promouvoir ces fameuses modalités d'intervention qui ont été faites par les professionnels en s'appuyant sur leur retour d'expérience, sur leurs gestes métiers, mais également sur les suites de la campagne Carto Amiante que j'espère vous connaissez. Alors, comme on a fait ces règles de l'art, on a créé des groupes de travail un petit peu partout en France, donc avec des entreprises de la CAPEB et des entreprises de la Fédération du bâtiment, qu'on a réunis et on a pris leurs modes opératoires, qu'on a regardé, on a essayé de les compiler pour voir à peu près les meilleures façons d'intervenir. Ce qui était intéressant dans ces réunions, finalement, c'est qu'on a pu voir que les entreprises prenaient les expériences des autres pour compléter leurs modes opératoires, ce qui était plutôt gratifiant. Et donc, une fois qu'on avait compilé un petit peu le retour d'expérience, l'idée, c'était de pouvoir avoir un comité d'approbation qui puisse approuver toutes ces règles de l'art. Donc, comité d'approbation composé donc, des partenaires que sont la CAPEB, la Fédération du bâtiment et l'OPPBTP. Ensuite, on avait les ministères, que ce soit la Direction générale du travail ou la Direction de l'habitat. Ensuite, on avait des organismes experts, la QC, les représentants de maître d'œuvre à travers l'UNSFA, représentants de la maîtrise d'ouvrage de l'USH et les organismes experts, la QC. L'idée, donc, vous allez retrouver donc, ces règles de l'art, donc ce site règledelartamiante.fr, où vous retrouvez sur ce site notamment cette petite phrase en haut qui est un peu le prérequis des règles de l'art, c'est-à-dire qu'il faut être formé au risque amiante pour pouvoir pratiquer, je dirais, ces différentes modalités d'intervention. Ensuite, vous avez 4 onglets. Donc un premier onglet, le projet, qui reprend un petit peu tout ce que je vous ai dit ici, donc avec tout ce qui est contexte, objectif, public visé. Alors, les entreprises, mais aussi tout ce qui est maître d'ouvrage et maître d'œuvre, et les CSPS. Et aussi tous les stagiaires qui pourraient, en fin de formation SS4, pouvoir avoir un panel de modalités d'intervention qu'ils pourraient piocher une fois qu'ils étaient formés. Donc ça, c'est le premier onglet. Deuxième onglet, donc les métiers. Donc l'idée était de pouvoir mettre à disposition des entreprises l'ensemble des règles de l'art
qui concernent leur métier. Donc là, ici, on a 8 métiers. Donc carreleur, couvreur, électricien, maçon, peintre façadier, peintre solier, plâtrier et plombier. Et l'idée, c'est de pouvoir cliquer sur son métier et de pouvoir avoir directement les différentes modalités d'intervention de leur métier. Et là, ce que tu me montres, c'est valable. Alors là, tu viens de me montrer sur le métier couvreur, Oui. et c'est identique pour les 7 autres métiers? Exactement. Ok. Là, je peux en prendre un autre. Si je prends électricien, tu retrouveras directement toutes les fiches. C'est exhaustif? Tu arrêtes à 8, mais tu peux faire 9, 10? Enfin, là, on en a 8. On peut en avoir autant qu'on veut. Pour D'accord. l'instant, on a, depuis avant-hier, 25 règles de l'art disponibles. C'est pas figé. Parce que c'est quand même une rénovation énergétique qui touche énormément de métiers. Donc, je me suis dit, sur Exactement. 8, ça peut être limitatif, mais vous êtes ouvert avec d'autres fiches. Exactement. Donc Ok. là, l'idée, c'est de compléter au fur et à mesure ces règles de l'art qu'on mettra à jour régulièrement sur le site. Ok. Pardon, vas-y, tu peux continuer. Ensuite, il y a un onglet qui s'appelle Les fiches, où vous retrouvez l'ensemble des fiches disponibles sur le site des règles de l'art. Et puis, un autre onglet qui s'appelle Les incontournables, qui est un peu tout ce qu'il faut savoir sur la sous-section 4, où vous retrouverez toutes les différentes étapes. Donc, que ce soit, on parle du repérage, mais voilà, le positionnement, des travaux, les différents guides. L'idée n'étant pas de réécrire ce qui existe déjà, mais de mettre à disposition des liens où vous pourrez retrouver facilement toute de la documentation sur la sous-section 4. Ensuite, vous allez trouver ici un moteur de recherche. Alors moi, j'ai tendance à l'appeler le moteur de recherche intelligent, puisque dès qu'on tape 2-3 lettres, par dichotomie, il va vous donner exactement les fiches qui sont disponibles sur le site. Ce qui permet toujours d'avoir un petit peu de trouver facilement ces fiches. Si par exemple, il ne trouve pas, là, vous allez tomber directement sur un moyen d'échanger avec nous pour peut-être demander une règle de l'art qui n'existe pas. Et là, ça m'arrivera directement à moi d'ailleurs. Et je me chargerai de transmettre ces informations au comité d'approbation, éventuellement créer un groupe de travail avec des entreprises qui pratiquent et de pouvoir faire ces mesures d'empoussièrement pour pouvoir mettre à disposition une règle de l'art. Je voulais te poser une question. De tout âge, en fait, on utilise. Vous avez fait des statistiques pour voir est-ce que les professionnels, c'est les plus jeunes, vous avez des tranches d'âge ou c'est tout âge compris? Non, c'est tout âge. C'est vraiment tout âge. Ensuite, vous allez retrouver un autre moyen de rechercher, c'est directement par des techniques. Donc là, ici, 5 techniques sont disponibles pour le moment. Donc que ce soit le perçage, le recouvrement, le raclage, le démoussage et le démontage. Et à chaque fois que vous allez toujours cliquer sur ces boutons, c'est un moyen finalement de retrouver l'ensemble des fiches qui concernent le perçage. Voilà. Je vais rentrer plus en détail dans les fiches juste après. Donc si je résume, on a plusieurs façons de retrouver une fiche des règles de l'art, soit par métier, soit par le moteur de recherche, ou soit par la technique, ce qui permet d'optimiser, je dirais, l'accès au site. Alors ensuite, vous avez donc ces petites images en dessous qui représentent un petit peu tout ce qui est règles de l'art. Je vais en prendre une. Voilà, la plus classique. Alors oui, je ne vous ai pas dit. Les règles de l'art, elles sont découpées en 5 blocs. Un premier bloc que vous voyez ici, qu'on appelle le bloc listing, qui permet notamment à l'encadrement technique, encadrement de chantier, mais également à l'opérateur d'avoir l'ensemble du matériel disponible et de pouvoir préparer le chantier dans les meilleures conditions. Ensuite, vous avez le nombre d'opérateurs requis, le niveau d'empoussièrement attendu, donc ici de niveau 1. Et pourquoi on met niveau 1? Parce que c'est un résultat qu'on a dans la base carto-amiante. Et si vous cliquez directement sur le petit onglet, vous allez pouvoir télécharger d'ailleurs le rapport carto-amiante. Le bloc suivant, c'est le bloc préparation, où là, vous allez voir, on a, je dirais, essayé d'établir comme des fiches IKEA, de montage IKEA, avec un dessin assez parlant et différentes étapes à respecter pour pouvoir, dans le cas d'IKEA, de monter un meuble dans le bon ordre, dans les règles de l'art, de pouvoir avoir l'empoussièrement le plus faible possible. Donc voici pour la préparation. Ensuite, on va passer sur l'intervention.
où là, vous voyez, on n'est pas vraiment sur l'opérateur en entier, on est vraiment centré sur les gestes métiers, puisque c'était vraiment une volonté des règles de l'art, c'est de vraiment centrer les gestes métiers pour montrer les différentes façons d'intervenir, notamment cette quatrième vignette qui est issue des groupes de travail, et la position de la main sous la poche de gel permet de récupérer le gel directement dans la main et d'éviter d'en mettre un petit peu partout. Tu as parfois, je te coupe, mais tu as parfois des retours lorsque tu as, par exemple, un professionnel qui regarde cette fiche en question. Tu peux avoir un retour disant tiens, je trouve que votre quatrième illustration ne convient pas ou convient. Vous pouvez avoir des retours d'expérience aussi comme ça. Le site est ouvert depuis le 8 décembre 2020, donc on a très peu de retours finalement pour le moment. Les premiers retours sont plutôt positifs. On n'a pas trop de suggestions en nous disant ça ne va pas. D'accord. En même temps, on a tous les protocoles de vérification qu'on a pu avoir avec nos partenaires et le comité d'approbation. On n'est jamais à l'abri d'une petite coquille, hein, loin de là. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous voyez 2-3 petites choses, vous pouvez communiquer avec nous. Hein. On est ouvert aussi à la discussion. Mais oui, non, pour l'instant, on n'a pas eu de gros retours négatifs, on va dire. Tant mieux. Tant mieux, exactement. Ensuite, le repli. Pareil, avec des illustrations assez claires, et on va jusqu'à la décontamination, où là on essaie d'être on a essayé de détailler au maximum toutes ces étapes nécessaires pour avoir un enregistrement le plus faible possible. Ensuite, on a ces fiches qu'on appelle les interventions ponctuelles. Alors, qu'est-ce qu'une intervention ponctuelle ? Ce sont des interventions non répétitives de courte durée, avec un très faible empoussièrement attendu, et surtout qui peuvent être effectuées par une seule personne. La question s'est posée avec les bailleurs sociaux qui sont amenés à intervenir tout seuls, ou très très ponctuellement pour faire 2 trous, avec tout le matériel. C'était un peu compliqué, donc on a essayé de voir comment on pouvait optimiser ce genre de situation en mettant au point ces fameuses interventions ponctuelles qui sont basées exactement sur le même principe. Donc les 5 blocs avec un listing, le matériel, et puis une préparation avec des outils qu'on met à disposition. Par exemple, si une affiche qui permet de montrer, en particulier chez les particuliers, la présence d'amiante. Et après, c'est toujours pareil, le même déroulé. Les 5 blocs sur la préparation, intervention, le repli, jusqu'à la décontamination. Ah mince, je suis sorti. Bah, je profite que tu regardes. Jérémy, est-ce qu'on ne peut pas imaginer, je prends des notes, est-ce que tu ne peux pas imaginer, tu parlais des réseaux sociaux, tu parlais de l'assurance, on peut peut-être même dupliquer pour le particulier. Là, on est sur la rénovation énergétique et on essaie de le démocratiser, hein, c'est aussi le thème. Est-ce qu'on ne peut pas l'imaginer aussi pour les particuliers de faire ce type de fiche ? Alors peut-être pas sous forme de fiche parce que tu es plutôt réseau, peut-être avec l'utilisation de la vidéo sous forme de tuto. Oui, tout à fait. On pourrait imaginer ce dispositif-là. D'autant qu'avec la nouvelle réglementation qu'on peut voir survenir là, à compter de janvier 2022, en fait, pour vendre un bien qui est classé, qui a un DPE de F ou G, en fait, les propriétaires devront obligatoirement passer par un audit énergétique qui pourra découler sur du repérage amiante avant travaux. Donc on va être vraiment sur une hausse exponentielle des demandes, j'imagine. En tout cas, c'est comme ça que je vois l'avenir. Et donc, effectivement, si on peut accompagner le particulier encore mieux sur la sensibilisation au danger de l'amiante, il faut qu'on soit là. Juste, je tiens à préciser, et je les ai oubliés, dans le comité d'approbation, il y a la Fédération des assureurs, qui aussi est partie, qui a relu ces fiches. Je les avais oubliés, excusez-moi. Petite chose aussi que j'ai oublié de vous montrer, c'est tout ce qui est... T'as pas oublié, c'est moi qui t'ai coupé. Hein. Non, voilà, à partir du bloc listing, vous pouvez télécharger donc, les fiches en PDF, les envoyer à un collaborateur, par exemple par mail, ou directement les imprimer. Quand vous les imprimez, alors je sais pas ça... Voilà. Alors, normalement, chaque bloc est sur une page qui peut permettre de les afficher directement sur les chantiers et de faire comme une notice de poste où on peut répéter directement avec les salariés les différentes étapes à mettre en place avant d'intervenir.
Alors, petite chose aussi que je tiens à préciser, les règles de l'art ne sont pas des modes opératoires. Elles peuvent aider à constituer un mode opératoire, mais elles ne sont pas des modes opératoires à part entière, puisqu'il y a des parties que vous devez remplir, tout ce qui est gestion de déchets notamment. Donc voilà pour les règles de l'art. Je vais juste aussi vous donner une information, c'est-à-dire que dans les semaines qui viennent, nous allons mettre à disposition des serious games, donc des jeux où vous pourrez aussi refaire une situation d'amiante où les salariés pourront choisir le matériel, le mettre sur le mur pour pouvoir percer en sécurité. Donc ils vont pouvoir avoir différentes étapes à respecter avec des points d'information, ce qui permet de renforcer encore le côté pédagogique que peuvent déjà avoir ces fiches. Donc on doit avoir une fiche sur le perçage avec poche de gel en l'intérieur, sur des enduits amiantés. Et à la fin de l'année, on aura déjà un deuxième serious game sur le perçage de façade extérieure avec aspiration à la source. Et puis, si ces serious games sont plébiscités, à ce moment-là, on essaiera d'étoffer un petit peu la gamme de ces serious games. Donc voilà. Merci. Michael, je vais t'inviter à reprendre place. J'ai pris des notes avant de vous laisser, mesdames et messieurs, aussi échanger avec nous. Charles, on a tendance quand même à penser que si le particulier estime, par méconnaissance, que son bien n'a pas d'amiante, donc je comprends bien votre message en disant faites attention, on va aussi professionnaliser. Est-ce que vous pensez que le message va être facilement diffusé parmi tous les particuliers en France? Et vous l'estimez à combien de temps, d'après vous, pour qu'on arrive à capter l'attention de tous ces particuliers? Tu comprends ma question? Alors, merci Thierry, c'est une excellente question à laquelle je n'ai pas la réponse sur le temps. Ce qui est certain, c'est que nous sommes nombreux à aller dans ce sens. Donc tous les professionnels, et cette intervention en témoigne, travaillent en ce sens. Nos prescripteurs, que sont les notaires et les agences, à travers les obligations sur le DPE pour les passoires énergétiques, font eux aussi de la pédagogie envers leurs clients. Et nous, on fait de la pédagogie envers eux sur le risque amiante pour qu'ils l'appréhendent mieux, ils le connaissent mieux. La direction du travail œuvre aussi auprès des professionnels pour qu'ils soient conscients du risque amiante et qu'ils fassent attention à leurs salariés et à leurs clients, puisqu'il ne s'agirait pas de polluer l'intérieur d'un particulier. Donc on est assez nombreux. Jérémy parlait des efforts sur le digital. On réfléchit beaucoup à faire des petites vidéos format réseaux sociaux de quelques secondes très percutantes, justement pour diffuser, pour évangéliser, avec plusieurs différents angles d'attaque. Si vous voulez, je suis père de famille, j'ai des enfants, je vais faire des travaux. Est-ce que je prends le risque de mettre dans l'air des fibres d'amiante dans la chambre de mes enfants? Voilà, donc il y a plein d'approches possibles et on compte les exploiter toutes parce que c'est un vrai enjeu de santé. Moi, ce qui m'inquiète, on a vu aussi avec la période de la Covid et que nous subissons encore aujourd'hui, on a eu une émergence de petits travaux, des personnes qui ont aussi envie d'être dans leur bien, même encore un peu plus qu'avant. Est-ce qu'on peut pas, on n'a pas un risque de créer de nouveaux risques sanitaires sur des particuliers qui, avant le passage du professionnel, se dit « moi, il faut vraiment que j'adapte mon bien en prenant des risques ». Je peux peut-être donner un exemple sur ce sujet-là. Nous, on a un client qui a pris les devants pour que ses salariés puissent s'installer en télétravail, nous fait réaliser des diagnostics préalables. Et donc, il s'assure que l'électricité, etc., alors je n'ai pas le détail précisément, mais la société prend les devants, en fait, en disant « mes salariés vont travailler de chez eux, je suis responsable de leur sécurité ». Et donc, je vais missionner ADX pour aller sécuriser une partie de leur lieu de travail. Après, c'est le risque des particuliers, malheureusement, on ne maîtrise pas. S'il veut faire lui-même, malheureusement, il s'expose à des risques. Et je pense que, malheureusement, il n'a pas conscience qu'il s'expose à des risques, puisque, comme je disais tout à l'heure, l'amiante, ça ne se voit pas. À part un microscope, on peut avoir des fortes suspicions de présence d'amiante, mais c'est qu'il n'y a qu'un microscope qui peut dire si c'est de l'amiante ou pas.
Donc un particulier, il ne se pose pas la question, s'il a des travaux à faire, il y va directement. Sachant que sur la rénovation énergétique, on est vraiment au début. C'est paradoxal, mais on n'est qu'au début. Et c'est là où on a le plus besoin de communiquer. Mesdames et messieurs, on vous laisse la main. Est-ce que, avant de faire la clôture de ces interventions, est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent intervenir avec nos intervenants? J'arrive. Bonjour, Clément Silva Fernandez, RATP Real Estate. J'ai une question pour le PPVTP. Les opérateurs en SS4 ont 2 jours de formation, ce qui n'est pas assez du tout. Ils sont formés pour se décontaminer en niveau 1. Ils voient généralement pas de SAS, pas d'extracteur, pas de chantier de niveau 2. Est-ce que vous avez prévu des règles de l'art pour un chantier de niveau 2 entre l'installation et la décontamination pour quelque chose qu'ils n'auraient pas vu en formation ou très peu? Alors c'est vrai que la majorité des règles de l'art sont de niveau 1. On a une fiche depuis 2 jours qui est en niveau 2, où là on a tout ce qui est décontamination dans un SAS. Donc ça existe. Nous on regarde en fonction du niveau d'empoussièrement qui peut arriver dans Carto Amiante. C'est vrai qu'on en a très très peu en niveau 2. On doit en avoir 1 ou 2. Donc voilà, sur le démontage je crois de tôle extérieure, on est en niveau 2. Donc il y a vraiment quelque chose de différent. Je peux vous montrer si vous voulez. Vous voyez ici, c'est bien marqué niveau 2. Et donc là, on est parti sur une MD parce que c'était sur plutôt l'extérieur, mais le principe est à peu près le même. Là, on est vraiment avec des masques à la ventilation assistée déjà, ce qui permet de changer un petit peu, et d'aller jusqu'à la décontamination et d'expliquer un petit peu les différentes douches, etc. Donc on en a une. Peut-être qu'on en aura d'autres. Ce sera en fonction des demandes et des niveaux de poussièrement qu'on aura pu mesurer sur les chantiers d'évaluation. Merci, Mickaël. Oui, une question. Je vais venir vers vous. Oui, bonjour, Laetitia Mangione, donc Alpexpert Formation. Je voulais juste rebondir sur ce que avait dit monsieur par rapport au centre de formation. Je ne sais pas où vous envoyez votre personnel se former, mais nous, dans notre centre de formation SS4, on a une plateforme pédagogique et je peux vous garantir qu'ils sont sensibilisés à tous les niveaux d'empoussièrement, qu'ils sont habillés et qui pratiquent et donc ils voient un SAS. Je peux vous garantir qu'ils sont sensibilisés sur ces niveaux. Et deuxième chose, pour les 2 jours de formation, il faut savoir que c'est réglementaire. Donc les 2 jours sont réglementaires. Nous, on souhaiterait bien évidemment, lorsque cela est possible, que ça soit éventuellement sur 3 jours. Par contre, bon nombre d'entreprises ont déjà du mal à libérer leurs salariés opérateurs pour 2 jours et encadrants pour 5 jours. Voilà. Donc c'était juste une petite remarque en ce sens. Et j'ai vu Charles lever la main. Oui, peut-être pour apporter un complément. Nous, on a l'exemple de l'amiante sur les navires, où on forme énormément de gens de mer au risque amiante sur les navires. Vous savez que sur un navire, le risque feu est le risque numéro 1, donc ils ont été construits avec beaucoup d'amiante. Et souvent, les navires sont opérés partout dans le monde. Et malheureusement, les autres pays n'ont pas les mêmes règles amiantes. Et lorsqu'il y a une maintenance qui est faite à un port d'attache d'un autre continent, eh bien, il arrive souvent qu'il y ait de l'amiante qui soit rapportée sur des zones qui avaient été désamiantées. Eh bien, pour former ces gens de mer, et pour les raisons qu'évoquait Madame, de disponibilité des personnes, nous intervenons sur site, nous montons avec une plateforme mobile un confinement sur place, et ce qui permet d'avoir la dispo des personnes, de monter une formation sur mesure qui soit vraiment propre aux besoins navires, d'économiser les frais d'hôtel. Voilà. Donc ce sont des choses qui sont dans nos cordes, et je suis tout à fait d'accord avec Madame sur la SS4 standard. La plateforme pédagogique, les gens près d'une douche sont mis en situation réelle, et lorsqu'il y a des spécificités, eh bien on monte une plateforme et une formation sur mesure et in situ pour justement être capable de passer à un flux de personnes sans perturber trop l'entreprise. Est-ce qu'il y a d'autres questions auprès de notre public? Oui, je viens vers vous, Madame.
Bonjour, Evie Troch, je viens de Flandre. Je me demandais si le DTA, si ça a un impact sur la sensibilisation et informer les particuliers sur la présence d'amiante, ou est-ce que ça a très peu d'impact sur le choix du particulier de travailler avec quelqu'un qui est formé, qui travaille bien, ou il s'en fout, ou il tient compte de cette problématique quand il a ce DTA et il sait qu'il y a de l'amiante. Alors je veux bien essayer de répondre, mais vous pourrez compléter. Je pense que ça n'est pas suffisant. Les particuliers ont du mal à comprendre la différence entre le diagnostic amiante avant vente et un repérage amiante. Dans un diagnostic amiante avant vente, on ne peut pas faire des trous dans votre maison, on ne peut pas déménager vos meubles, et donc finalement on a accès à ce qui est accessible directement. Et dans l'esprit du grand public, c'est suffisant. Or, quand on fait des travaux, on va chercher derrière la faïence. Et donc, malheureusement, il faut faire beaucoup de pédagogie, et je pense que ça n'est pas suffisant. Il faut effectivement renforcer, redoubler d'efforts pour faire comprendre ça. Il nous faudrait presque un salon des particuliers pour l'amiante, en fait. Ou dans ce salon des professionnels, un espace dédié aux particuliers. Pour rebondir sur... Vous parlez très bien français. Pour rebondir sur les autres pays et pour faire la conclusion, messieurs, sommes-nous toujours les bons élèves en France par rapport aux autres pays? Est-ce que vous avez aussi un regard vers d'autres pays de l'Europe ou voire au dehors des 5 continents pour juger effectivement votre niveau, ou peut-être trouver des idées pour améliorer ou encore passer le message de cet envol de la rénovation énergétique? Alors, je vais vous donner mon point de vue. On intervient, nous, à travers les navires un peu partout dans le monde, puisqu'on intervient sur des navires qui sont en opération. Mais on intervient aussi, par exemple, sur des équipements industriels. On a eu l'occasion de travailler pour le métro de Barcelone, sur des moteurs du métro de Barcelone. Ce qu'on constate, en fait, c'est que la France est très en avance sur le risque amiante, et que toute une partie des pays du Commonwealth sont encore à la France des années 2002, on va dire, et ils se rendent compte que ce n'est pas suffisant parce qu'ils ont des maladies liées à l'amiante, et ils sont en train de basculer petit à petit sur les réglementations françaises. Donc notamment, on voit apparaître des MET, des microscopes électroniques qui avant ils se limitaient au MOLP. Ils sont en train de quelque part d'utiliser tout l'arsenal juridique et de prévention qu'on a en France. Ils ne font pas le boulot deux fois, très souvent ils recopient. Et nous on regarde de près puisqu'on a prévu de se développer en Espagne, il y a des sujets en Australie. Et c'est très dépendant de la réglementation en vigueur puisque c'est elle qui amorce le marché. Tu partages le même point de vue, Mickaël, de Charles? Oui, tout à fait. On est en avance. On n'est plus draconien d'ailleurs sur tout ce qui est mesures, etc. Donc oui, je pense qu'on est largement en avance et souvent pris en exemple, je dirais en Europe, voire mondialement. J'imagine le travail qu'il y a à faire quand on voit déjà notre problématique et qu'on dit qu'on est en avance, quand je vois d'autres pays qui vous disent qu'on est déjà valeur d'exemple. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons faire la conclusion. Je pense que c'est bon, on peut vous applaudir. Merci beaucoup Mickaël, Jérémy et Charles pour vos interventions. Et puis on vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. Mesdames et messieurs, ainsi se terminent les 2 jours des conférences sur cette 7e édition du Salon des professionnels de l'amiante. Nous vous souhaitons en tout cas de passer une très bonne fin d'après-midi.